Bon, merci, je note 3 choses. La première bonne nouvelle, c'est, on l'a déjà constaté, beaucoup d'open source dans ces choses-là, donc ça, il faut absolument maintenir ça. La deuxième, il faudra dire à Jeanne de mettre un petit mot de passe sur son smartphone, parce que si on lui vole son smartphone, on pourra allumer son chauffage, donc ça peut être embêtant. Et puis troisième chose, je note que vous avez de beaux bureaux à Toulouse. Le bâtiment, voilà. oui. Le bâtiment. Bon, donc on va passer à l'exposé suivant. Donc là, on va aller sûrement dans le hardware. Alors, moi, il y a des choses fascinantes dans le hardware. Je ne sais pas si vous connaissez je ne sais pas si on va en parler. On ne s'est pas concerté avant. Peut-être parler du PUF. C'est que deux hardware on peut distinguer aujourd'hui 2 hardware, ce qui est tout à fait fascinant. Donc, il n'y a pas de clone, même dans le monde du hardware. Donc, c'est assez. Je ne sais pas si on va en parler, mais. On va en parler. Bon, donc on va parler de ça. C'est une découverte que j'ai faite il y a 1 an. C'est ça, donc on ne va pas tirer le débat vers le haut, mais plutôt vers le bas. Donc on va parler de hardware et de logiciels embarqués. Donc la présentation, c'est sur la protection des micro-unités dans un déploiement massif de villes intelligentes. Donc on commence par une définition. Donc les micro-unités, vous l'aurez compris, c'est tout le parc de micro-capteurs et actionneurs, qui collectent toutes les informations d'environnement et qui agissent sur les variables d'environnement. Donc on peut en mettre partout, dans tous les domaines, transport, santé, énergie, vêtements, système industriel, habitat. Et on les désigne souvent sous le terme de ressources contraintes. Alors pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'ils sont faibles à peu près partout. Ils sont en faible consommation, c'est quelques microwatts. Ils sont faible débit, c'est quelques centaines de kilobits par seconde. Ils sont faible portée, on est à la centaine de mètres. Ils sont faibles en encombrement. Donc on voit l'illustration là. L'abeille, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas vérifié. C'est sur le site de WSN Sécurité. C'est quand même assez sérieux. Mais la pièce de monnaie, aucun problème. On a aussi des détecteurs de température et pression qui font 3 sur 7 mm. Faible présence parce qu'ils ne sont pas toujours là, ils ne répondent pas quand on leur parle. Très faible puissance de calcul, on prend les microcontrôleurs les plus minimalistes. Ça va de pair avec une faible puissance, avec une faible capacité mémoire, quelques centaines de kilo-octets. Et faible alimentation, ils ne sont pas alimentés ou peu alimentés avec une batterie à vie. Donc le débat, ça va être l'exposé, ça va être de montrer pourquoi, comment et contre quoi on va protéger ces micro-unités. C'est pour ça que la présentation s'appelle aussi faible n'est pas forcément synonyme de vulnérable. Donc la présentation s'articule en 3 parties, plus une conclusion. On va examiner le contexte, l'environnement. On va lister les menaces et les attaques sur ces petits objets. On va voir quelles sont les exigences de sécurité pour minimiser ces attaques et ces menaces et perspectives. Donc, hypothèses d'environnement qui vont consister à une source de risque. Ce qui saute aux yeux, c'est l'accessibilité. Tout est accessible. On a accès à l'équipement lui-même sur sa zone d'installation. On a accès à ses fonctionnalités intrinsèques, internes, par les messages envoyés par radio sur les fréquences publiques. On a accès aux spécifications dans le cadre de toutes les standardisations, heureusement. On a accès aux logiciels embarqués parce que souvent les fabricants optent pour du code libre. C'est aussi un bien. On a accès au canevas technologique, tel que nous l'a montré Thierry Monteil tout de suite. De façon plus experte, on a accès aux spécifications de l'équipement. Si le fabricant ne l'a pas mis en ligne, on y arrive en étudiant les modèles précédents, parce que le fabricant ne réinvente pas tout à chaque fois. Il garde le même microcontrôleur, il garde la même architecture logicielle, les mêmes accélérateurs cryptographiques ou périphériques, enfin tout. Il y a une continuité. Donc voilà le fameux Smart Santander dont a parlé ce matin Maître Doutrio et Monsieur Moreno. Donc pour donner une idée du facteur de forme et de l'accessibilité de ces petits objets, dont les petites boîtes grises, elles sont dans les murs, dans le sol, sur les luminaires. Et donc notre labo a participé à la sécurisation des protocoles de communication entre tous ces objets à Santander.
Alors, je sors complètement du sujet. On ne parle pas des petits objets, mais on va regarder ce qui s'est passé avant sur du matériel qui était très accessible et qui avait des enjeux de sécurité. Il était tellement accessible qu'il était directement chez les gens. Il s'agit du jeu vidéo, des consoles de jeux vidéo et des set-top box. Alors, il y a un très bon document sur le site de l'ANSSI qui s'appelle « Stratégie d'attaque et défense dans le cas des consoles de jeux vidéo ». Très pointu techniquement, mais qui montre un espèce de jeu de chat et de la souris au fil du temps entre les fabricants de consoles et les attaquants. Et la leçon apprise en lisant ce document, c'est que chaque fois qu'un fabricant a fait le pari a fait un choix de sécurité basé sur la faible probabilité que l'attaque réussisse, ça n'a jamais tenu. Un exemple concret, il y avait un fabricant qui avait laissé passer les données en clair entre deux composants majeurs de la carte, on l'appelle le nord et le sud par habitude, en disant que si on va essayer de l'observer, les matériels de mesure électronique courants vont dégrader le signal, on ne verra rien. Oui, mais quelques temps après, il y a un doctorant qui a mis au point une petite carte à $50. Pour lui, c'était des dollars. Et il a réussi à capturer tout le code et à le relire. Fin de l'histoire, parce que toute la sécurité de la boîte était basée sur ce Secure Boot. Donc, il ne faut pas faire des paris comme ça. Dans la set-top box, donc les fabricants de consoles vidéo avaient plutôt une longueur de retard par rapport à l'état de l'art des attaques. La set-top box a plutôt une longueur d'avance parce que c'est un domaine qui est soumis à des évaluations de sécurité et à des certifications avec résistance aux attaques physiques. Sinon, le produit n'a pas le droit d'être commercialisé. La leçon apprise, c'est que les attaques réussies sont celles qui ont été basées sur l'étude des modèles antérieurs. Donc en fait, on prend le matériel, on le décortique, on regarde comment est l'hardware et le software parce qu'il est un peu moins bien protégé. On trouve des failles et on vérifie si ces failles marchent sur les modèles les plus récents. Bingo, des fois, ça marche. Ça a marché. Donc, ça nous amène au volet suivant, les menaces et les attaques. Donc, je vais passer rapidement sur les classes de menaces qui sont bien définies d'après l'ANSSI. Donc, la criminalité pour l'accès à un gain financier direct, la déstabilisation pour détruire le service, un TV5 par exemple, l'espionnage pour le vol de données direct, la nuisance et détourner le service du réseau à des fins nuisibles. Et un autre qui n'est pas vraiment classable, c'est l'acte gratuit d'une population honnête mais curieux. C'est pas méchant en soi, sauf que ça bénéficie, ils aiment bien publier leurs résultats, et ça bénéficie aux autres classes de menaces. En tout cas, le dénominateur commun des attaques sur ce type de matériel, ça va être l'intrusion et la prise de contrôle. La stratégie de défense, ça va être aussi la même que dans les réseaux conventionnels, ça va être anticiper, détecter et surtout maintenir en condition de sécurité au fil du temps. Donc si on repart de l'équation très simple d'évaluation du risque qui pour une menace donnée est proportionnelle à la vulnérabilité inversement proportionnelle aux contre-mesures, vous comprenez bien qu'on va essayer de baisser les vulnérabilités et d'augmenter les contre-mesures. Donc voilà un exemple d'attaque. Donc c'est montré sous forme d'un outil ça s'appelle une base relationnelle, base de données relationnelle en OVL ou WL. Alors pourquoi relationnelle? Parce qu'on classe toutes les attaques. On les met en face de toutes les contre-mesures et des requirements de sécurité, des exigences de sécurité connues. On lance des raisonneurs là-dessus, on vérifie, on met en relief un profil de sécurité, un profil de protection, et on peut aussi mettre en relief des éventuelles failles. Donc dans ces attaques, là, on retrouve des traits classiques, comme l'injection de trame, le déluge de trame, l'observation de trame, le vol de trame. L'homme du milieu, l'intercepteur. Des un peu plus sophistiqués,
comme le routage et fragmentation, défragmentation, des carrément très complexes, comme une que j'aime bien, c'est le trou de verre, c'est la petite illustration là. On fait croire à deux agents qui sont très proches, alors qu'en fait ils sont très éloignés, parce que juste on a mis un tunnel virtuel entre les deux. L'attaque ultime étant de faire croire qu'un nœud est le voisin de tout le monde. Donc là, on intercepte les messages, on les décortique, on les transforme, on fait ce qu'on veut. Mais toutes ces attaques, en elles-mêmes, elles servent à rien. C'est qu'une première étape, c'est qu'une porte d'entrée pour aller injecter. Alors d'abord, trouver des vulnérabilités style, alors excusez-moi, ça va être technique, Stack Overflow, Buffer Overflow, à des problèmes informatiques, et d'injecter du malware, pour ensuite aller prendre contrôle des routeurs de frontières, ensuite de la gateway, faire un travail d'infection comme ça. Une deuxième remarque, c'est que toutes ces attaques, elles sont quand même conditionnées au fait que le nœud est compromis. C'est-à-dire qu'avant, il a fallu capturer et falsifier un nœud. Donc si on a une sécurité hardware et logiciel embarqué qui permet d'être résistant à la capture et à la falsification, on a résolu une grande partie de nos problèmes. Pourquoi ? Parce qu'il suffit de prendre un nœud, on extrait les clés, on extrait la configuration, on clone le matériel, on réinjecte le cheval de Troie dans le réseau, et on commence à prendre le contrôle par un nœud compromis. Donc ça nous amène au volet suivant pour lister les exigences de sécurité. Donc on va partir quelque chose de connu, on va passer rapidement là-dessus, sur les réseaux traditionnels, nos ordi, nos ordiphones, tout ce qu'on voit moins bien derrière, les routeurs, les serveurs. Il y a une infrastructure de sécurité qui est mise en place avec tous ces protocoles de chiffrement, d'authentification, de mise à jour, d'autorité de certification, bref, une méthodologie de certification lorsque on a affaire à du matériel sensible. On a aussi des systèmes d'autodéfense. Il faut croire qu'on n'a pas trop toujours confiance à ce qu'il y a au-dessus, avec des scanners, des firewalls, des systèmes de détection et de prévention d'intrusion. Tout ça, alors, c'est pas moi qui vais juger si c'est efficace, moyennement efficace, pas efficace. En tout cas, si les règles d'implémentation sont suivies et l'implémentation est saine, si la vérification est sérieuse et si les règles de base d'hygiène sont respectées, ça tient pas mal la route. Sinon, on va au cœur qui saigne direct. C'est des problèmes. Heartblade, c'était des problèmes de ce type-là. On descend plus bas dans les exigences de sécurité. Donc, on a le traditionnel triangle CIA. Donc, la confidentialité va être couverte par du chiffrement, l'intégrité de la donnée par de la signature, l'authenticité par du certificat, la fraîcheur pour éviter qu'on répète des vieilles trames par des nombres aléatoires, la non-répudiation par de l'acquittement des protocoles poignées de main. Quelque chose d'un peu nouveau, on a beaucoup parlé aujourd'hui, protection donnée à caractère... privacy, pardon. En anglais, ça va plus vite, excusez-moi l'anglicisme. Qu'on arrive à tenir avec des systèmes de génération de pseudonymes. On a le portage, donc, et l'adaptation de protocoles de sécurité, donc favoris dans les petits objets, c'est des TLS, IPsec, KEV2. Bon, excusez-moi, on ne va pas détailler ça, mais c'est les principaux. Alors vous allez me dire, tout est rose. Alors, non. On a toujours le problème du faible ceci, faible cela, qui nous donne du fil à retordre. On le voit sur ce schéma, où quand on met de la sécurité sur un logiciel de base, on le double. On le double avec 1/3 sur la cryptographie symétrique et 2/3 sur la cryptographie asymétrique. Même si en asymétrique, on est complètement dans le monde des courbes elliptiques, c'est des petits dessins que j'ai mis sur la droite et à gauche, qui permettent de gagner en performance sur la génération de clés, sur la signature de texte. On perd un peu sur la vérification de signature, mais globalement, on gagne si on fait tout de bout en bout. Donc, c'est pas gratuit. Et
Play, c'est donc le slide de Thierry Monteil était super pour ça, je vais faire le même. C'est les pléthores de tous les standards, aussi bien au niveau des standards de communication, des OS, ça part dans tous les sens, et chaque portage coûte. Les systèmes d'exploitation, aussi beaucoup de dépendances. Donc il y a des vieux systèmes d'exploitation qui étaient vraiment bien il y a quelques temps, qui sont en perte de vitesse, d'autres qui arrivent en force, donc bon, ça va pas dans le bon sens. Et le manque d'interface, bon, ça, tout le monde le sait, vous avez vu, il n'y a pas de mot de passe, pas de PIN code, les grappes s'auto-organisent, on ne sait pas toujours tout où c'est. Bref. Alors, tout n'est pas noir non plus, il y a quand même des atouts. Donc pour les atouts, on va jouer sur des faiblesses, on va faire une force d'une faiblesse. Donc le nombre des objets, on va jouer sur la multitude de ces objets-là, avec deux stratégies. La première, c'est de la gestion... non, c'est la deuxième, celle-là, pardon. C'est de la distribution, des architectures distribuées. Donc, un exemple, par exemple, c'est de faire du calcul coordonné, par exemple, sur des clés. On agrège du fragment d'information qui est disséminé sur différents agents. Comme ça, chaque agent, en lui-même, n'est pas une menace en cas de perte. Il faut agréger l'information qui arrive d'un peu partout. Ça permettrait d'aller sur des infrastructures où il n'y a plus besoin de clés publiques ou de certificats d'autorité de certification. Pardon. L'autre piste, c'est la gestion de groupe. J'ai vu que dans OM2M, il en était question. Donc ça, c'est pas encore bien digéré au niveau académique, mais c'est assez prometteur. Il s'agirait d'auto-organiser des grappes ou des sous-groupes avec des agents qui ont des rôles plus importants en fonction d'une réputation dans le groupe qui elle-même est notée qui est donnée, extraite d'un comportement. Alors aujourd'hui, la difficulté, c'est d'avoir un modèle fiable, enfin même plus que fiable, qui marche à tous les coups, robuste, de réputation, comportement, rôle. Mais si on arrive, c'est assez prometteur, si on arrive à ça, c'est une bonne direction. L'autre force-faiblesse, ça va être la portée radio et débit. La signature des attaques, comme les trames sont courtes, le pic d'énergie est fort. Les IDS, les systèmes de détection d'intrusion, vont être plus faciles à implémenter. Et on va pouvoir aussi faire du distribué, de l'autonome, par exemple. Un agent est en charge de détecter une signature d'une attaque et ensuite un collecteur peut faire des comparaisons sur différents groupes. Et le dernier atout, un autre atout, je ne prétends pas les avoir tous listés là, c'est la faible capacité mémoire. Donc on a une très faible empreinte logicielle, on peut jouer là-dessus. Le binaire va être petit, donc on va pouvoir faire des systèmes de détection de signatures, même en dynamique. Le code, on peut passer des outils d'analyse statique, différents types d'outils d'ailleurs, de façon globale, système d'exploitation et application. Ce qu'on peut difficilement faire sur même un smartphone. Et même comme l'équipement lui-même est petit, on peut le modéliser, et le modèle est plus simple qu'un smartphone, et on va pouvoir faire tourner ce qu'on appelle des modèles checkers dessus, de la preuve formelle. Donc tout ça, c'est mes amis du LIST dont on a parlé tout à l'heure qui sont très à l'aise dans ces sujets-là. Voilà, ça nous amène à la conclusion de cette présentation. Donc on a vu qu'on arrive, tant bien que mal, à bénéficier des propriétés de sécurité de l'existant pour des problèmes d'interopérabilité d'abord et de ne pas réinventer tout depuis le début. On a un effort à faire sur le problème de la privacy. Je vais appuyer l'argument de M. Wolf tout à l'heure dans les critères communs. Sur un bouquin qui fait ça d'épaisseur, il y a 4 critères de privacy. Et ils ne sont jamais vérifiés. Jamais implantés. Jamais implantés. Oui, ils ne risquent pas d'être vérifiés, ils ne sont pas implantés. Enfin, on n'en a pas vu au CESTI, on n'en a pas vu. 2020 produits, j'ai fait le compte. Il y a 2020 produits critères communs, aucun qui fait de la privacy. Donc j'estime que personne ne demande ce service.
Et au niveau des évaluateurs, on n'a pas de modèle qui permet de nous dire ceci ne fait pas de fuite de données à caractère personnel. On n'a pas les outils pour le faire encore. Donc il y a des efforts à faire là-dessus. On a vu, donc je les mentionne juste, architecture distribuée et gestion de groupe, qui seraient des solutions disruptives par rapport à ce qui se fait en sécurité de façon traditionnelle. Et je termine sur ce point volontairement parce que je veux vraiment mettre l'accent dessus. C'est pour la résistance à la capture et au clonage du matériel. On travaille beaucoup sur les encres de confiance embarquées. Donc aller dans la direction des TPM, des modules de plateforme de confiance, au sens de TCG, Trusted Computing Group, pour offrir des primitives de très bas niveau, des primitives cryptographiques, sécurité de très bas niveau, qui convergeraient avec les secure éléments au sens de global platform, avec de l'application critique sensible, et tout ça de façon très légère pour aller dans des tout petits équipements comme on les a décrits au début. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère que ça vous a apporté un éclairage utile sur le hardware et le logiciel embarqué, sécurité et objets connectés. Merci. Merci.